Si on regarde une radiographie d'un genou rongé par l'arthrose, la dernière chose qui viendra à l'esprit, c'est d'accuser le contenu des intestins. Ouais, c'est clair. C'est pas du tout intuitif. Pas du tout. Pendant des décennies, la médecine a traité la douleur physique comme un simple problème de plomberie mécanique. Un problème très localisé, en fait. Exactement. Un os se fracture, un cartilage s'use, un disque vertébral glisse un peu hors de son axe et bam, le corps envoie un signal de douleur. C'est visible, c'est sur la radio, c'est localisé. Pourtant, on a aujourd'hui une étude scientifique de 2022, franchement absolument fascinante, qui s'intitule Gut Microbiome and Musculoskeletal Pain. Et cette étude, elle vient prouver que le véritable chef d'orchestre de nos douleurs articulaires et musculaires ne se trouve pas du tout dans nos os. Non, pas du tout. Il se cache dans les profondeurs de notre système digestif. Alors, décortiquons tout ça. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Je suis ravie d'être là pour cette analyse, accompagnée, comme toujours, de notre expert. Bonjour tout le monde, et merci, je suis vraiment ravi d'être là pour parler de ça, parce que c'est un sujet qui bouleverse tout. C'est le mot. Ça renverse complètement la table, non ? Complètement. Cette étude, elle impose un changement de paradigme radical. Elle nous oblige à arrêter de voir la douleur chronique comme un simple petit signal d'alarme mécanique local. Un genre de voyant rouge sur le tableau de bord. Voilà, c'est plus compliqué que ça. En synthétisant une somme, mais vraiment colossale de recherches récentes, ce document démontre que la douleur musculo-squelettique, elle est fondamentalement dictée par l'inflammation systémique et par la réponse immunitaire de l'organisme. D'accord. Et le centre de contrôle absolu de cette immunité et de cette inflammation globale, c'est le microbiome intestinal. C'est lui qui détermine si le corps est dans un état d'apaisement ou s'il est en état d'alerte rouge permanent partout. C'est fou de se dire ça. Mais avant d'entrer dans la mécanique très précise de la douleur, je pense qu'il faut prendre la mesure de ce qu'est réellement ce microbiome. Parce qu'on utilise souvent ce mot pour désigner vaguement quelques bactéries qui aident à digérer un repas, quoi. Ouais, on minimise vachement le truc. Totalement. Alors que les chiffres avancés dans la recherche donnent carrément le vertige. L'échelle de cet écosystème défie l'imagination, en fait. C'est un univers foisonnant. Ça dépasse très largement le simple stade de la petite bactérie isolée. Le microbiome englobe des populations entières d'archées, de champignons microscopiques, de virus. On estime qu'il y a environ 1000 espèces différentes qui cohabitent dans notre ventre. 1000 espèces. C'est une jungle, le truc. C'est une jungle très dense, oui. Et pour véritablement comprendre l'ampleur, il faut regarder le matériel génétique. Si on combine l'ADN de tous ces micro-organismes, leur matériel génomique représente plus de 100 fois la taille de notre propre génome humain. Attends, 100 fois ? 100 fois, oui. Donc, d'un point de vue purement génétique, l'être humain est largement minoritaire face à la vie microbienne qui l'héberge. Waouh ! C'est une perspective assez vertigineuse quand on y pense. Mais ce qui frappe aussi à la lecture des données, c'est qu'au milieu de cette jungle génétique, l'organisation est en réalité très hiérarchisée. Très structuré, oui. C'est un peu comme une métropole géante, non ? Il y a des quartiers, des spécialités. C'est exactement ça. Malgré l'existence de ces 1000 espèces, 99% des bactéries présentes chez un adulte en bonne santé proviennent de seulement 4 grandes familles. C'est ce qu'on appelle des phylums. Seulement 4 grandes familles qui dirigent tout ? Voilà, les firmicutes, les bactéroïdetes, les protéobactéria et les actinobactéria. Et ces familles ne font pas juste de la figuration, elles ont des fonctions industrielles ultra spécifiques. Genre quoi ? Eh bien, par exemple, les firmicutes sont d'une efficacité redoutable pour décomposer les glucides complexes. Elles extraient l'énergie des aliments. Pendant ce temps, d'autres familles se chargent de réguler l'acidité ou de neutraliser certaines toxines. Tant que ces 4 piliers maintiennent un bon équilibre, le corps est en homéostasie. Donc, si je reprends l'image de la métropole tentaculaire, ces phylums sont un peu comme les infrastructures vitales. Tant que les centrales électriques tournent, que le traitement des déchets fonctionne bien et que l'approvisionnement circule, c'est l'harmonie parfaite. C'est l'harmonie exactement. Mais le problème survient quand un quartier décide soudainement de prendre le contrôle de la ville, ou que, les éboueurs se mettent en grève et que tout déborde. Ouais, ce chaos urbain, c'est précisément ce que la médecine appelle la dysbiose. La fameuse dysbiose. C'est ça. C'est l'effondrement de cet équilibre démographique. Une famille prolifère de manière complètement anarchique, elle étouffe les autres, et les fonctions vitales de l'écosystème s'arrêtent. Et c'est à ce moment précis que le désastre commence pour le reste du corps. Ça mène directement à ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin perméable. Le leaky gut syndrome en anglais.
Voilà. Donc ça, c'est le moment où les remparts de notre métropole cèdent complètement. Mais comment ça se traduit physiquement à l'intérieur du ventre, cette perméabilité-là? La paroi intestinale, il faut se dire que c'est une merveille d'ingénierie. Mais elle est incroyablement fine. Elle est constituée d'une seule couche de cellules. Une seule couche. C'est super fragile en fait. En apparence, oui, mais ces cellules sont normalement soudées entre elles par des jonctions serrées, qui agissent un peu comme un ciment imperméable. D'accord. Leur rôle, c'est d'absorber les nutriments microscopiques, tout en bloquant impitoyablement les mauvaises bactéries et les déchets. Mais quand la dysbiose s'installe, les mauvaises bactéries produisent des toxines qui dissolvent littéralement ce ciment cellulaire. Oh waouh! Donc la paroi devient poreuse. C'est ça. Des éléments pathogènes, des antigènes et même des fragments de bactéries mortes se mettent à fuiter hors de l'intestin pour se déverser directement dans la circulation sanguine. Les déchets de la ville s'infiltrent donc directement dans le fleuve principal. Et j'imagine que le système immunitaire qui patrouille justement dans ce sang, il voit pas l'arrivée de ces déchets d'un très bon œil. Pour le système immunitaire, c'est une déclaration de guerre pure et simple. Il détecte ces antigènes qui flottent et il déploie une réponse inflammatoire massive pour neutraliser ce qu'il perçoit comme une infection généralisée. J'imagine que cette inflammation ne reste pas bien sagement confinée autour du ventre. Ah ben non, elle voyage par le sang. Elle vient s'infiltrer dans les tissus articulaires, dans le liquide synovial des genoux, dans les fibres musculaires. Le corps entier s'enflamme pour combattre une menace qui, au départ, n'était qu'une fuite locale. C'est dingue. En fait, notre intestin abrite un écosystème géant dont l'équilibre dicte notre niveau d'inflammation globale. Et si ça fuit, l'incendie se propage partout. C'est un très bon résumé. Ce qui soulève inévitablement la question des causes. Qu'est-ce qui provoque cette dissolution des remparts intestinaux à la base ? Alors, la recherche liste d'abord des facteurs hors de notre contrôle. L'âge, la génétique ou même le mode d'accouchement. L'accouchement ? Vraiment. Oui. Une naissance par voie basse imprègne en les nouveau-nés des bactéries maternelles. Ça forme le tout premier rempart du système immunitaire, contrairement à une césarienne. Mais bon, la majeure partie de la responsabilité repose surtout sur des facteurs modifiables. Notre mode de vie, en gros. Principalement l'alimentation. L'alimentation moderne est le destructeur numéro 1 de cette muraille. Le régime occidental typique, bourré d'aliments ultra transformés et hyper pauvres en fibres, affame littéralement les bonnes bactéries. Elle meurt de faim ? Elles meurent par milliards. À l'inverse, un régime méditerranéen riche en végétaux favorise la diversité et renforce le ciment des cellules. D'accord. Mais il n'y a pas que la nourriture, non ? Non, il y a des éléments environnementaux brutaux, les antibiotiques par exemple. Ça fait aucune distinction, ça agit comme une frappe au tapis, anéantissant autant les pathogènes que les bactéries protectrices. On rase toute la ville, quoi. C'est ça. Ensuite, il y a le stress chronique qui produit du cortisol et fragilise la paroi. Et enfin, l'exposition répétée aux métaux lourds ou à des pesticides comme le glyphosate, ça altère fondamentalement l'architecture chimique de la flore. Donc une simple mauvaise alimentation chronique, associée à beaucoup de stress, finit par inonder nos articulations de signaux d'alarme. Exactement. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'étude va bien plus loin que la simple mécanique de la fuite et de l'inflammation. Ah oui, l'étude explose carrément les chaînes de production interne de cette ville bactérienne. C'est ça, et en lisant les statistiques sur la production chimique de l'intestin, on se retrouve face à des chiffres qui défient la logique classique. J'ai noté ça, 50% de la dopamine et 90% de la sérotonine de tout le corps humain sont fabriqués dans l'intestin. Ces statistiques renversent totalement ce qu'on croyait savoir. Parce que ces molécules, la dopamine pour la récompense, la sérotonine pour l'humeur, ce sont des messagers fondamentaux du système nerveux. Normalement, on associe ça au cerveau. Totalement. C'était le domaine réservé des neurosciences. Mais attends, j'ai une question toute bête. Comment la sérotonine, qui est produite au fin fond des intestins, parvient-elle à modifier la sensation physique d'un muscle endolori ou d'une vertèbre coincée ? Je veux dire, on imagine mal la sérotonine remonter doucement le long de la colonne vertébrale pour faire office d'antidouleur locale. Et t'as raison, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le principe central de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est une voie de communication fulgurante. Comment ça communique alors, Lev ? La sérotonine intestinale ne voyage pas jusqu'au cerveau par le sang. En fait, elle agit localement sur les innombrables terminaisons d'un nerf très spécial, le nerf vague. Le fameux nerf vague. Oui, c'est le grand câble de communication qui relie directement le système digestif au tronc cérébral. En stimulant ce nerf, l'intestin envoie des signaux électriques très intenses au système nerveux central. D'accord, donc l'intestin téléphone directement au cerveau. Voilà. Et le cerveau
En recevant ces signaux, régulés par la sérotonine, il active ce qu'on appelle les voies inhibitrices descendantes de la douleur. En clair, c'est le cerveau qui décide de baisser le volume du signal douloureux perçu. Mais l'ordre, la commande chimique, elle vient du ventre. C'est un truc de fou. Donc, si la dysbiose stoppe la production de sérotonine en bas, le volume de la douleur reste bloqué au maximum en haut. C'est exactement ça. Le cerveau n'a plus le signal pour baisser le son. Le cerveau dépend donc des usines intestinales pour calibrer sa propre perception de la douleur corporelle. Et le pire, c'est que ces usines ne fabriquent pas que des neurotransmetteurs, si je lis bien. Les chercheurs insistent lourdement sur une autre classe de molécules, les acides gras à chaîne courte, les fameux AGCC. Oui, et particulièrement le butyrate. Le butyrate. Le butyrate, c'est l'un des agents anti-inflammatoires les plus puissants de tout le corps humain. Et son mode de fabrication est fascinant. Comment c'est fabriqué? Eh bien, l'être humain ne possède pas les enzymes pour digérer les fibres végétales tout seul. Quand on mange des fibres, elles arrivent intactes dans le côlon. Et là, des bactéries spécifiques se chargent de les fermenter. Elles mangent nos restes, en fait. Voilà. Et le sous-produit direct de cette fermentation, c'est le butyrate. Ces acides gras se lient ensuite à des récepteurs immunitaires qui calment l'inflammation de manière systémique. Donc l'équation est simple. Sans fibres, pas de fermentation. Sans fermentation, pas de butyrate. Et sans butyrate, l'inflammation flambe de manière totalement incontrôlable. Donc il faut littéralement nourrir les ouvriers de la métropole avec des fibres pour qu'ils acceptent de fabriquer l'extincteur chimique du corps. C'est une super métaphore, oui. Mais pour que l'organisme orchestre tout ce système complexe à distance, il faut bien des messagers qui voyagent entre l'intestin, la graisse et le cerveau, non? Tout à fait. C'est le rôle des hormones gastro-intestinales, comme la gréline et la leptine. Leur production est super modulée par le microbiome. La gréline, c'est l'hormone de la faim, c'est ça? Oui, mais l'étude souligne une propriété cruciale qu'on oublie souvent. Elle possède une action anti-inflammatoire très puissante et elle atténue les réponses douloureuses. Ah ouais? Et à l'inverse, il y a la leptine. C'est un peu son miroir inversé. Elle signale la satiété, mais quand elle est en surproduction à cause d'une flore déséquilibrée, elle devient un moteur redoutable de neuroinflammation. Donc elle exacerbe violemment les douleurs. Surtout les douleurs neuropathiques, oui. Sans compter la synthèse des vitamines. J'ai vu que certaines souches bactériennes fabriquent carrément notre vitamine B12 qui protège les nerfs et régule notre vitamine D qui est super importante pour la colonne vertébrale façon lombalgie. En fait, notre intestin n'est pas qu'un simple tuyau digestif, c'est un organe endocrinien majeur. C'est le centre de commande de notre chimie de survie. C'est la synthèse parfaite. Cette approche biochimique, elle explique enfin pourquoi certaines douleurs chroniques résistent à tous les traitements physiques. Si la machinerie chimique est en panne, masser le genou ne suffira jamais. Ce qui amène naturellement à se demander comment ce déficit biochimique se manifeste concrètement chez les patients. Je veux dire, si chaque maladie provient d'un déséquilibre bactérien, est-ce que les chercheurs ont réussi à isoler une sorte d'empreinte digitale bactérienne spécifique pour des syndromes douloureux qu'on connaît bien? Eh bien oui, et les corrélations établies par les essais cliniques sont d'une précision stupéfiante. Prenons un exemple classique. La fibromyalgie. Ah oui, c'est caractérisé par une douleur généralisée et une grande fatigue, c'est ça? C'est ça. Chez ces patients, on constate non seulement une réduction drastique de la diversité bactérienne globale, mais surtout l'effondrement ciblé de certaines populations, notamment les genres Coprococcus et Bifidobacterium. Ils ont carrément disparu? Ils s'effondrent. Or, ces bactéries précises sont les maîtres d'œuvre dans le métabolisme de la sérotonine. Leur absence explique l'incapacité du système nerveux du patient à freiner ces signaux de douleur diffus. C'est fascinant d'observer une disparition bactérienne aussi précise pour un syndrome aussi généralisé. Mais qu'en est-il des douleurs qui semblent purement mécaniques? Une arthrose du genou, par exemple. On imagine que c'est juste le cartilage qui s'effrite avec le temps sous le poids du corps. Et pourtant, c'est l'une des découvertes les plus contre-intuitives de cette recherche. L'arthrose du genou est, de manière très marquée, corrélée à une abondance anormale d'espèces Streptococcus dans le microbiome intestinal. Du streptococcus? Dans l'intestin qui cause mal au genou, Oui? par le mécanisme de l'intestin perméable dont on parlait tout à l'heure, des fragments de ces bactéries infiltrent le sang et viennent se loger spécifiquement dans la membrane de l'articulation du genou. Attends, les bactéries voyagent jusqu'au genou. Leurs fragments, oui,
Le système immunitaire lance alors une attaque massive contre ces fragments étrangers directement dans l'articulation. Ça provoque une inflammation locale tellement féroce qu'elle ronge le cartilage bien plus rapidement que n'importe quelle usure mécanique classique. Donc l'articulation devient en réalité un champ de bataille pour le système immunitaire. C'est fou. Et pour le mal de dos, l'étude aborde le cas des lombalgies, notamment chez les patients en surpoids. D'habitude, on attribue toujours la douleur lombaire à l'écrasement mécanique des disques à cause du poids. Bien sûr, la mécanique joue un rôle, on ne va pas l'ignorer. Mais elle ne suffit pas à expliquer la douleur. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? L'étude compare la flore intestinale de patients obèses qui souffrent de lombalgie sévère à celle de patients qui ont le même degré d'obésité, mais qui n'ont aucune douleur au dos. Ah, ça c'est une bonne comparaison. Eh bien, leurs microbiomes sont radicalement différents. Ceux qui ont mal au dos présentent une flore dominée par des espèces pro-inflammatoires. Ça démontre que le signal de douleur n'est pas uniquement déclenché par la gravité ou le poids, mais bien par le niveau de base de l'inflammation systémique. Qui est dicté par l'intestin. Chaque type de douleur a vraiment sa propre signature bactérienne. Mais il y a un autre indicateur mentionné dans l'étude qui pousse cette logique à l'extrême, au point d'en devenir presque absurde au premier abord. Je vois de quoi tu veux parler. Les chercheurs établissent un lien direct entre la perception d'une douleur aiguë instantanée comme une brûlure ou une piqûre et la consistance des selles selon l'échelle de Bristol. C'est surprenant, mais très logique en fait. L'échelle de Bristol, c'est un outil de base en gastroentérologie. Ça classe les selles en 7 catégories pour évaluer le temps de transit. D'accord. Un transit très rapide ou à l'inverse très lent, ça modifie dramatiquement la fenêtre de temps dont disposent les bactéries pour fermenter les fibres. Et donc pour produire du butyrate et de la sérotonine. Voilà. La consistance des selles est le reflet direct de l'activité chimique en temps réel de l'écosystème. Et de manière assez étonnante, ce temps de transit s'avère être un indicateur extrêmement fiable de la résilience d'un individu face à une douleur immédiate. C'est incroyable. Ce qui nous amène malheureusement à affronter une réalité clinique assez sombre. Quand la douleur devient insoutenable au quotidien, l'arsenal médical classique se tourne souvent vers l'artillerie lourde. Les fameux antalgiques puissants. Voilà, les opioïdes. Mais au regard de tout ce mécanisme intestinal qui a l'air super fragile, qu'est-ce qui se passe quand on inonde cette métropole bactérienne avec de telles substances chimiques ? Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'ampleur du désastre. L'utilisation d'opioïdes entraîne une paralysie partielle du transit. C'est bien connu des médecins. Oui, ça bloque tout. Et ce blocage modifie immédiatement l'environnement chimique. L'équilibre s'effondre. Ça entraîne une dysbiose foudroyante. Les bonnes bactéries meurent et les agents pathogènes prolifèrent sur les décombres. Si on file notre métaphore urbaine de tout à l'heure, administrer un opioïde pour gérer une douleur articulaire, c'est comme envoyer une unité de police anti-émeute pour calmer une petite manifestation. Ouais, Mais cette unité finit par incendier les boulangeries et les hôpitaux de la ville en créant des dommages collatéraux pires que le problème de départ. c'est exactement la dynamique à l'œuvre. Mais le véritable danger, la vraie catastrophe, c'est l'adaptation du système immunitaire face à ça. Comment ça ? Les bactéries pathogènes qui prolifèrent, elles libèrent des fragments toxiques. Et ces fragments viennent se fixer sur des récepteurs immunitaires très spécifiques sur la paroi intestinale et dans le système nerveux. Ce sont les récepteurs TLR. Des récepteurs TLR. D'accord. Il faut imaginer ces récepteurs TLR comme des alarmes d'incendie extrêmement sensibles. Et j'imagine que ces fragments bactériens déclenchent toutes les alarmes en même temps. Absolument toutes. L'activation continue de ces alarmes déclenche une tempête inflammatoire permanente. Et devine quoi, Julie? Cette inflammation bloque l'action calmante de l'opioïde. Le médicament ne marche plus. Pire, ça amplifie la sensibilité des nerfs à la douleur. C'est l'hyperalgésie. Le patient a de plus en plus mal, donc on augmente les doses d'opioïdes. Ces grosses doses aggravent la destruction de l'intestin, libèrent plus de toxines, déclenchent plus d'alarmes et annulent encore plus l'effet du médicament. C'est un cercle vicieux infernal. C'est ça la tolérance aux opioïdes en fait. C'est ça. Et c'est entièrement orchestré par la réaction du microbiome face au traitement. Ironiquement, les traitements lourds aggravent la flore et renforcent la douleur à long terme. C'est le paradoxe tragique de cette médecine de la douleur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Face à une boucle de rétroaction aussi impitoyable, comment on fait pour repenser notre approche de la santé physique ? La conclusion majeure de cette recherche, c'est qu'il n'existe pas une seule bactérie de la douleur ou une solution magique. C'est une spirale bidirectionnelle complexe. Tout est lié en fait. Voilà. Une mauvaise alimentation entraîne une dysbiose, ça diminue la sérotonine et augmente l'inflammation via l'intestin perméable.
Cette inflammation génère des douleurs aux articulations, la douleur pousse la personne à moins bouger, la sédentarité ralentit le métabolisme et fait prendre du poids. Ce surpoids donne encore plus de stress mécanique aux genoux et au dos. Exactement. Et le manque d'activité physique ralentit le transit, ce qui aggrave à nouveau la dysbiose du départ. C'est une boucle parfaite. Le grand défi de la médecine, ce ne sera plus d'anesthésier temporairement le signal avec des pilules, mais d'identifier ou briser cette chaîne causale. C'est une réflexion qui renverse totalement notre rapport à la guérison. Si nos bactéries dictent à ce point l'intensité de notre douleur via cette machinerie chimique sophistiquée, et que c'est notre mode de vie qui maintient cette usine en état de marche, l'avenir de la médecine pourrait prendre une forme inattendue. Ah ça oui, c'est sûr. On pourrait imaginer une consultation médicale du futur où quelqu'un se présente avec une hernie discale très douloureuse ou un genou ravagé, et au lieu de repartir avec une ordonnance dentalgique qui risque de ruiner son transit, on lui prescrirait un séquençage génomique de ses selles. Ça se fait déjà un peu en recherche, mais oui, ça pourrait devenir la norme. Et la solution, ce ne serait plus une pilule, mais une liste de courses ultra personnalisée. Une ordonnance pour réensemencer spécifiquement ces bifidobactériums manquantes ou fournir la bonne quantité de fibres pour relancer ces usines à butyrate. En fait, la ligne de front contre la douleur physique, elle est en train de se déplacer des laboratoires pharmaceutiques vers le rayon légumes de nos cuisines. C'est une très belle façon de le formuler. Eh bien voilà de quoi réfléchir la prochaine fois qu'une petite douleur se fait sentir. C'est une toute nouvelle façon d'envisager l'incroyable complexité et la grande sagesse de notre propre corps. Un grand merci d'avoir décrypté tout ça avec moi aujourd'hui. Merci, c'était un vrai plaisir de partager ça. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration au cœur de la science. À bientôt!